Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc pour ce nouveau Qu'as-tu lu bilan de la deuxième semaine du Black November. Je vais vous parler de 3 romans, une lecture audio et deux romans papier. Je vais d'ores et déjà commencer par la lecture audio, alors qui n'est pas un thriller, puisqu'il s'agit du nouveau roman de Tatiana Deronay, Nous irons mieux demain, qui a été publié, je ne sais plus où. De toute façon, je vous mettrai la petite étiquette ici. Donc, dans ce roman, on fait la connaissance de Candice, qui est une maman célibataire. Elle s'est séparée du papa de son petit garçon, qui a 3 ans, je crois, dans le roman. Elle a un compagnon. Tout se passe plutôt bien dans sa vie. Et un soir, elle assiste à un accident de la circulation. Elle assiste à l'accident d'une femme qui se fait percuter par une voiture. Elle lui porte immédiatement assistance et ça va commencer entre ces deux femmes un lien quasi indéfectible. Candice ne sait pas pourquoi, mais elle sent au plus profond d'elle-même qu'elle se doit d'aider cette femme. Donc pour le coup, elle l'accompagne, elle monte dans l'ambulance qui va la conduire à l'hôpital. Elle va prendre quasiment tous les jours de ses nouvelles et elle va très vite apprendre qu'il n'y a personne qui vient la voir. Et elle va décider d'un commun accord avec elle-même de rendre visite à cette femme quasiment tous les jours et un début d'amitié va se créer entre ces deux femmes. Tant et si bien que Dominique, puisque c'est le prénom de la victime de l'accident, va demander à Candice de se rendre dans son appartement pour prendre quelques effets personnels, pour égayer un petit peu ses journées. Et là, Candice va découvrir d'abord que Dominique a une passion immodérée pour Émile Zola, et elle va découvrir d'autres choses qui vont lui ouvrir un champ des possibles qu'elle ne croyait pas possible. C'est le moment de le dire. Et puis, au fur et à mesure, Dominique va prendre de plus en plus de place dans la vie de Candice. Ce qui ne va pas être du goût de l'entourage de Candice, d'ailleurs, notamment de sa mère et de sa sœur, qui vont toutes les deux la mettre en garde contre l'influence soi-disant néfaste que Dominique a sur elle. Mais Candice n'en a cure et elle continue de fréquenter Dominique et de lui proposer de l'héberger de même chez elle. Mais ce que Candice a omis, a caché à son entourage depuis bien longtemps, elle cache un secret, une maladie, parce que c'est une maladie. Elle cache une maladie du coup, Dominique va s'en apercevoir et elle va lui prêter assistance. Et du coup, ça va faire beaucoup de bien à Candice. Mais à côté de ça, du coup, malgré tout le bien que Dominique fait autour d'elle et dans la vie de Candice, Candice s'aperçoit que Dominique prend de plus en plus de place, et notamment dans la vie de son petit garçon. Et là, ça va être le signal. Là, du coup, ça va être le signal d'alarme. Elle va couper les ponts elle va vraiment couper les ponts avec Dominique. Et donc voilà, c'est toute l'histoire de ces deux femmes, à la fois d'amour, d'amitié, de haine, entre ces deux femmes. Mais aussi, on va, grâce à la plume de Tatiana Deronay, apprendre beaucoup également sur la vie de Émile Zola, non pas l'écrivain, mais cette fois-ci l'homme. J'ai appris énormément de choses que je ne connaissais absolument pas. Ça m'a même quasiment donné envie de relire les grands romans d'Émile Zola que j'ai beaucoup aimés, comme Au bonheur des dames par exemple, ou Germinal, que j'avais adoré, et pourtant et que j'avais lu de moi-même, parce que c'était même pas une lecture demandée pour l'école. Mais j'aimais beaucoup la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola, saga que je n'ai jamais finie d'ailleurs.
Ça fera peut-être partie un jour de l'été en série, sait-on jamais. Bref, mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Candice pendant le roman, tout au long du roman. Finalement, elle s'apercevait qu'elle n'était pas si heureuse que ça dans sa vie. Et Dominique va, à sa façon, lui apporter une porte de sortie à cette existence qui ne lui convenait peut-être pas. Et aussi régler ce problème interne et qu'elle a caché à toute sa famille depuis de nombreuses années. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, à la fois ouais, fort, intense et à la limite quand même, on a failli quand même tomber dans le noir. Hein, on était un petit peu dans une ambiance de littérature contemporaine et à certains moments, on a quand même un petit peu flirté avec le noir, notamment avec cette emprise que Dominique exerçait sur Candice, cette emprise à la limite de la toxicité. Et franchement, on est quand même tombé, on flirtait quand même un petit peu avec le noir. Et c'est vraiment dans ça que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, le livre audio est lu par Tatiana de René elle-même. Et franchement, quand le livre audio est lu par l'auteur lui-même, et ben franchement, ça donne un petit plus supplémentaire. Et on sentait tout le cœur que Tatiana de René a mis dans ce roman et dans la lecture de ce roman. Franchement, je vous conseille, si vous voulez découvrir un petit peu la vie d'Émile Zola, si vous aimez Émile Zola, allez-y, ce roman est fait pour vous. On va repasser directement dans le polar et dans le thriller avec la sortie Tornada du mois pas du tout du mois d'octobre, du mois de novembre. Que voilà. Il s'agit de Il était une fois la guerre d'Estelle Tarot, donc aux éditions Tornada. J'aime beaucoup les romans d'Estelle Tarot. Je crois que mon préféré de sa bibliographie, ça reste La peine du bourreau, que j'avais trouvé exceptionnel. Ici, dans ce roman, Estelle Tarot va nous raconter l'histoire de Sébastien Bracky, qui est soldat de l'armée française, qui a été envoyé sur une période grosso modo de 20 ans, environ 4 fois sur le théâtre des combats dans une petite bourgade africaine. Alors, pour vous résumer, l'armée française avait été envoyée là-bas afin de combattre, combattre une certaine frange de la population qui était censée appartenir à une branche terroriste qui commettait des attentats en France. Ceci n'est pas sans rappeler ce que le gouvernement français a fait avec l'armée française à la suite des attentats du Bataclan et du Stade de France, voire même les attentats de Nice, quand ils ont envoyé les soldats français au Mali, je crois. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas une expérience, mais il me semble que dans mes souvenirs, c'était ça. Voilà. Donc, pour vous replacer le contexte, on est là-dessus. Et donc, Sébastien Bracky, il a été envoyé par 4 fois en campagne dans cette province africaine. Et à chaque fois qu'il va revenir, il va revenir avec un bout de lui-même en moins. On voit l'évolution de ce personnage à chaque fois qu'il revient. Et on voit aussi les effets dévastateurs que ce qu'il a vécu là-bas va avoir des conséquences sur sa vie de famille en France. Au début du roman, il vient de rencontrer son épouse, ils sont jeunes mariés, ils sont heureux, et ils tardent, voilà, ils veulent fonder un foyer. Il se trouve que Sébastien est envoyé au front une nouvelle fois alors que Claire, son épouse, est enceinte, est quasiment proche à quelques semaines de l'accouchement, et elle espère vraiment que Sébastien sera de retour pour l'accouchement. Or, il s'avère qu'il n'en sera rien. Donc, on voit d'un côté le quotidien des familles des soldats, ce que Claire a dû faire. Elle a accouché seule, elle a quasiment pris l'éducation de sa fille seule, et elle sait petit à petit, elle et sa fille se sont petit à petit
éloignés de leur mari et père. Et lui, Sébastien, lui, il a vécu des choses absolument terrifiantes et dramatiques sur le théâtre des combats. Et tout ce qu'on trouve à lui dire, c'est bah, va voir un psy. Et lui, dans sa tête, si on lui dit va voir un psy, ça veut dire qu'il est fou. Or, il est loin d'être fou, il n'est pas fou. Pour lui, il n'est pas fou. Il a juste vu des choses absolument innommables qui le bouffent de l'intérieur. Il a été obligé de prendre des décisions dramatique, aux conséquences dramatiques, mais il n'a pas eu le choix. S'il voulait sauver la grande majorité des gens dont il avait la responsabilité, il a été obligé de prendre certaines décisions. Et ces décisions la responsabilité de ces décisions vont lui peser énormément sur la conscience et ça va le bouffer, littéralement. Dans ce roman, Estelle Tarot dénonce clairement l'attitude du gouvernement français et de l'armée française vis-à-vis des soldats quand ils reviennent du front, quand ils reviennent de théâtre des combats, quand ils reviennent de mission. Ici, au tout début du roman, on voit que la compagnie à laquelle appartient Sébastien Bracchi a été rapatriée en France parce que voilà, pour l'opinion publique, cette guerre était un gouffre financier. Il n'y avait plus d'attentats, donc il n'y avait plus aucune raison d'aller combattre là-bas. Et surtout, ça coûtait des sommes folles. Et l'opinion publique était plus pour la paix que la guerre. Donc, on a rapatrié ces soldats sans tambour ni trompette, sans aucune préparation au retour à la vie civile. Et donc, du coup, ils sont lâchés. Et c'est vraiment le mot, ils sont lâchés dans la nature. Alors évidemment, on leur promet monts et merveilles, on leur promet un retour à l'emploi facilité, on leur promet une assistance psychologique, on leur promet une prise en charge de leurs frais médicaux. Et à un moment du roman, il est dit qu'il est créé un guichet unique censé faciliter les démarches administratives de ces anciens soldats. Or, Sébastien, du coup, va s'adresser à ce guichet unique pour savoir où en est son dossier et où en est l'instruction du dossier de sa pension. Et là, on va lui répondre « Ah bah non, c'est pas ici qu'il faut aller, c'est dans un autre bureau. Pour la prise en charge des faits médicaux, il faut voir un autre bureau. » Alors du coup, il lui dit « Mais c'était pas censé être un guichet unique. »« Ah mais oui, mais non, vous avez sans doute mal compris, on vous a mal expliqué le dispositif. » Enfin bref, c'était de la faute de personne. Et arrivé à un moment, on a envoyé Sébastien dans différents bureaux afin de faire ses démarches administratives. Et c'en était tellement risible que il était tel Astérix dans les 12 travaux d'Astérix quand on voyait Astérix se balader dans les étages et dans les différents bureaux pour remplir un formulaire. Et là, c'est exactement ça. Et on voit clairement que tous ces soldats ont été complètement lâchés dans la nature, livrés à eux-mêmes. Bien souvent, les conventions qui sont signées avec les employeurs, alors pas tous, bien évidemment, là ici, Estelle Tarot a grossi le trait, je pense, j'espère, que certains employeurs signaient des conventions, prenaient l'argent et filaient du travail de merde, grosso modo, aux anciens soldats. Et voilà, ces hommes ont voué leur vie à leur patrie, ils ont donné leur vie, et finalement, quand on n'a plus besoin d'eux, voilà comment ils sont remerciés, ils sont laissés sur le bord de la route, et franchement, je trouve ça absolument scandaleux. Et on voit aussi tous les ravages qui sont faits aussi sur les familles de ces soldats. Ce sont clairement des victimes collatérales de ces conflits armés, car non seulement elles vivent dans la peur de ne jamais revoir leur mari, leur père, leur frère, l'homme qui part au combat, et quand il revient, elles ne sont pas certaines de retrouver l'homme qui est parti.
Donc voilà, on est toutes dans cette ambivalence. Alors forcément, avec les non-dits, l'incompréhension, les problèmes du quotidien, bah, ils s'entre-déchirent. On voit très clairement que Sébastien et sa femme s'entre-déchirent. On voit aussi les relations qu'il a avec sa fille. Et aussi tout le traitement qui est fait des médias de ces conflits. On montre évidemment pour faire le buzz que les images qui sont censées faire du bruit, et ces images bien souvent à 80% sorties de leur contexte, et ce qui fait que toute cette vendetta médiatique provoque le désamour du public vis-à-vis des soldats, vis-à-vis des soldats envoyés au front. Et on a vraiment toute cette... voilà, c'est magnifiquement, c'est très très bien décrit. On voit vraiment très bien la souffrance des soldats et la souffrance des familles également. Et dès les premières pages du roman, on sait que ça va péter. On sait très clairement que Sébastien Bracchi est une cocotte minute. On sait que ça va péter, mais on ne sait pas quand. Et on ne sait pas comment ça va péter. Mais on sait très, très certainement que ça va péter. C'est vraiment un très très bel hommage aux soldats envoyés encore à l'heure actuelle sur les zones de combat et à leurs familles. C'est avec une plume incisive et directe, comme le sait le faire Estelle Tarot, et avec une fin qu'on ne voit pas arriver. Franchement, j'aime beaucoup. Elle arrive encore à nous surprendre à chaque roman, et c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Il faut vraiment découvrir ce que Estelle Tarot est capable de produire. C'est une autrice de polar français, et franchement, on a de très très bons auteurs français de polar à l'heure actuelle. Voilà, je vous encourage vraiment à la découvrir. Ensuite, pour la deuxième semaine du Black November, il fallait lire un thriller qui avait plus de 10 ans. Donc j'avais donc choisi de lire La Nuit des Corbeaux de John Connolly, publié aux Presses de la Cité, qui a été publié en 2012, donc pile poil 10 ans. Ça rentrait pile poil dans la catégorie. Donc, alors ici, il faut savoir que c'est le 10e tome des aventures de Charlie Parker, qui est le héros récurrent de John Connolly, qui est détective. Or, ici, il va s'occuper d'une affaire un peu spéciale. On fait la connaissance de Randall Haight, qui a commis un meurtre à l'âge de 14 ans. Il a tué une jeune fille noire quand il avait 14 ans. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné. Ils ont tous les deux purgé leur peine. Et à leur libération, ils ont bénéficié d'un programme spécial où on leur a fourni une nouvelle identité afin qu'ils puissent tourner la page et reprendre leur vie à zéro. Sauf que Randall Haight a élu domicile à Pasteur Bay. Il est devenu comptable, donc il mène une petite vie paisible. Il a très peu d'amis, il fait très bien son travail, il se mêle assez peu à la population locale. Bref, il vit extrêmement tranquillement et très discrètement. Sauf que à Pasteur Bay va disparaître une jeune fille de 14 ans, ce qui va mettre un petit peu en émoi cette petite bourgade. Et aussi et surtout, ça va coïncider avec l'envoi de certains documents, de certaines photos à Randall, photos lui rappelant la scène de crime de la petite Célina qu'il a tuée quelques années auparavant. Et donc, il va s'adjoindre des services d'une avocate qui elle-même travaille avec Charlie Parker, et Charlie va donc essayer de découvrir qui envoie ces photos à Randall et essayer d'arrêter ce maître chanteur. Et voilà, comme une affaire ne lui suffit pas, et comme une jeune fille de 14 ans a disparu, ce qui n'est pas sans lui rappeler la mort de sa fille également, il va enquêter un petit peu en soum-soum sur la disparition de la jeune fille, de la jeune fille. Et donc, voilà le comment du pourquoi. Et
J'avoue que j'ai fini le roman en diagonale. J'ai fini le roman en diagonale parce que c'était d'abord long. Ça a été extrêmement long à se mettre en place. Il a bien fallu une bonne centaine de pages avant que l'histoire se mette en place. Et puis, j'ai trouvé le récit brouillon. Extrêmement brouillon, extrêmement fouillis. Il n'y avait aucun lien entre les faits qui nous étaient énoncés. Quasiment à chaque chapitre, on avait des nouveaux personnages qui arrivaient dans l'échiquier et on se demandait vraiment ce qu'ils venaient faire là, quel était le rapport avec l'affaire initiale. Et franchement, et à chaque chapitre, on avait des détails supplémentaires et on s'est dit, mais moi je me suis dit, je dis au bout d'un moment, mais j'ai fait, mais même Charlie Parker, aussi doué soit-il, comment il va faire pour mettre tout ça bout à bout et arriver à une résolution d'enquête? Et bien j'avoue que j'ai toujours pas la réponse à la question, parce que la révélation finale, la résolution de l'affaire est arrivée comme ça, sans tambour ni trompette. J'avoue que je me suis dit, ah bon? Voilà, la fin proposée m'a pas clairement convaincue, m'a pas satisfaite. Je me suis pas spécialement attachée au personnage. Alors, bon, vous me direz, effectivement, c'est quand même la 10e enquête de Charlie Parker. T'arrives comme un cheveu sur la soupe au bout de la 10e enquête. Tu connais pas son passé, certes, on en sait quand même assez peu. On sait quand même le principal, à savoir que sa femme et sa fille ne sont plus là. Elles sont décédées, visiblement de manière assez violente, mais on n'en sait pas plus. Et effectivement, ça l'a grandement et à juste titre bouleversé. Cela étant, j'ai trouvé que c'était extrêmement fouillis, extrêmement brouillon. Alors, histoire de ne pas rester sur un semi-échec, je lirai une autre enquête, une ou deux autres enquêtes avec Charlie Parker, histoire de voir si c'est uniquement dans ce roman que c'est comme ça ou pas. Mais en tout cas, bon, voilà, je l'ai lu, je suis contente, ça a fait le job, mais je dois dire que la fin, je l'ai lu en diagonale parce que je m'en sortais pas, et franchement, j'avais vraiment envie de connaître la fin, quoi, et vraiment de passer à autre chose. Voilà, c'est pas une déception, mais c'est pas une lecture oufissime non plus, quoi. Donc, surtout, vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'avoir d'autres avis que le mien. Voilà, donc ce qu'as-tu lu spécial bilan de la 2e semaine du Black November est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu lors de cette 2e semaine du Black November. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir et que j'y réponds toujours avec plaisir et entrain. Et c'est surtout grâce à ça que ça fait, grâce à vos commentaires, à vos partages, à vos pouces en l'air, que la chaîne se développe. Donc c'est vous qui contribuez à développer la chaîne. N'hésitez pas donc à mettre des petits pouces en l'air, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!